Est-ce que ça fait épouvantail comme ça? Pardon, je m'amuse toute seule. Bon, allez. Bonjour, bienvenue sur la bonne Morgane. Je trouve que ça faisait un peu épouvantail. Oui, pardon, je me concentre. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai les yeux qui piquent. J'espère que vous allez bien. Je reviens pour la lecture, une courte lecture en fait. Je suis un peu fatiguée, mais j'avais quand même envie de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'avais déjà envie de lire hier, mais j'ai pas réussi. Donc aujourd'hui, allons-y. Le chapitre 18. Les jours passaient joyeux, bien remplis à Thornfield Hall, combien différents des 3 premiers mois de calme, de monotonie et de solitude que j'avais passés sous son toit. Toute tristesse semblait à présent bannie de la maison, tout sombre souvenir oublié. Partout de la vie et du matin au soir du mouvement. On ne pouvait maintenant traverser la galerie où régnait autrefois un si grand silence, ni entrer dans les chambres de la façade, toujours si vides, sans rencontrer une élégante femme de chambre ou un dandy de valet. La cuisine, l'office, la salle des domestiques, le vestibule étaient également animés, et les salons n'étaient désertés et tranquilles que lorsque le ciel bleu et l'agréable soleil de cet aimable printemps invitaient leurs hôtes à se rendre dans le parc. Même lorsque le temps changea et qu'il se mit à pleuvoir sans discontinuer pendant plusieurs jours, l'entrain ne fut pas amoindri. Les jeux d'intérieur se firent seulement plus animés, plus variés, par suite de l'impossibilité de se livrer au plaisir du dehors. Je n'avais pas été sans me demander ce que les invités allaient bien pouvoir imaginer le premier soir où ils eurent à trouver de nouveaux passe-temps. Ils parlèrent de jouer aux charades, mais dans mon ignorance, le sens de ce mot m'échappait. On fit venir les domestiques. Les tables de la salle à manger furent roulées à distance, les lumières disposées autrement, les chaises placées en demi-cercle devant la baie. Tandis que Mr. Rochester et les autres messieurs surveillaient ces changements, les dames montaient, descendaient les escaliers en courant et sonnaient leurs femmes de chambre. On alla quérir Mrs. Fairfax pour lui demander quelles étaient les ressources de la maison en châles, robes et draperies de toutes sortes. Certaines armoires du 3e étage furent mises à sac. On y trouva des jupes de brocart et à panier, des robes flottantes en satin, des manteaux noirs à capuchon, des morceaux de dentelle que les femmes de chambre descendirent à brasser. Un choix fut fait et ce qui avait été mis à part fut porté dans le boudoir du salon. Pendant ce temps, Mr. Rochester avait rassemblé les dames autour de lui pour choisir celles qui feraient partie de son groupe. « Miss Ingram est avec moi, bien entendu, dit-il. Il nomma ensuite Amy, Louisa Ashton et Mrs. Dent. Il me regarda. Je me trouvais par hasard près de lui car je venais de remettre le bracelet de Mrs. Dent dont le fermoir s'était ouvert. « Voulez-vous jouer ?» me demanda-t-il. Je secouai négativement la tête. Il n'insista pas, comme je le craignais un peu, et me permit de retourner tranquillement à ma place. Il se retira derrière le rideau avec ses partenaires. L'autre groupe que dirigeait le colonel Dent s'assit sur les chaises disposées en croissant. Un des messieurs, Mr. Ashton, remarquant ma présence, parut proposer que l'on m'invitât à me joindre à eux. Mais Lady Ingram repoussa aussitôt cette idée. « Non, l'entendis-je dire, elle a l'air trop stupide pour comprendre ce genre de jeu. » Peu après, une sonnette tinta et le rideau se leva. La vaste personne de Sir John Lynn, que Mr. Rochester avait également choisi, se montra à l'intérieur de la baie, enveloppé d'un drap blanc. Devant lui, sur une table, se trouvait un grand livre ouvert. Amy Ashton, drapée dans le manteau de Mr. Rochester, un livre à la main, se tenait debout près de lui. Quelqu'un que l'on ne voyait pas sonnait joyeusement la cloche, et Adèle, qui avait insisté pour faire partie du groupe de son protecteur, bondissait en avant tout en répandant autour d'elle les fleurs d'une corbeille qu'elle avait sur le bras. Alors apparut l'admirable silhouette de Miss Ingram, vêtue de blanc, la tête recouverte d'un long voile, le front orné d'une couronne de roses.
À son côté marchait Mr. Rochester. Ils s'approchèrent ensemble de la table et s'agenouillèrent, tandis que Mrs. Dent et Louisa Ashton vêtues aussi de blanc, prenaient place derrière eux. Suivit une cérémonie mimée, dans laquelle il était facile de reconnaître celle d'un mariage. Lorsqu'elle fut terminée, le colonel Dent et son groupe se consultèrent à voix basse pendant 2 minutes, puis le colonel s'écria « Bride !» Mr. Rochester s'inclina et le rideau tomba. Après un temps assez long, il se releva pour laisser voir une seconde scène préparée avec plus de soin que la précédente. Le salon, comme je l'ai déjà fait observer, était de 2 marches plus élevé que la salle à manger. Sur la plus haute de ces marches, à 1 mètre ou 2 à l'intérieur du salon, se trouvait une grande vasque de marbre que je reconnus être un ornement de la serre où elle se trouvait habituellement, pleine de poissons dorés, au milieu de plantes rares. On avait dû la transporter à grand-peine en raison de ses dimensions et de son poids. Mr. Rochester, enveloppé de châle, un turban sur la tête, était assis sur le tapis auprès de cette vasque. Ses yeux noirs, sa peau brune, son faciès mauresque étaient en parfaite harmonie avec le costume qu'il portait. Il représentait le type même d'un émir oriental, agent ou victime du lacet. Bientôt s'avança Miss Ingram, habillée elle aussi à la mode orientale. Une écharpe rouge enserrait sa taille en guise de ceinture. Un mouchoir brodé était noué sur ses tempes. Un de ses beaux bras nus relevés supportait une amphore posée gracieusement sur sa tête. Sa personne, ses traits, son teint, son attitude en général faisaient penser à quelques princesses d'Israël au temps des patriarches, et tel était sans doute le rôle qu'elle voulait interpréter. Elle s'approcha et se pencha au-dessus de la vasque comme pour remplir son amphore qu'elle remit ensuite sur sa tête. Le personnage assis près de la vasque parut l'accoster et lui présenter une requête. Elle se hâta de poser l'amphore dans sa main et lui donna à boire. Il tira alors de son sein une cassette qu'il ouvrit et lui montra des bracelets et des boucles d'oreilles magnifiques. Elle joua l'étonnement, l'admiration, et lui, s'agenouillant, déposa le trésor à ses pieds. Les regards, les gestes de la jeune fille exprimèrent l'incrédulité et le ravissement. Alors l'étranger mit les bracelets à ses bras et les boucles à ses oreilles. C'étaient Eliezer et Rebecca. Il ne manquait que les chameaux. On vit de nouveau se rapprocher les têtes du groupe qui avait à deviner la charade. Il ne semblait pas y avoir accord sur le mot ou la syllabe qui illustrait cette scène. Le colonel Dent, son porte-parole, demanda alors le tableau du tout, sur quoi le rideau retomba. Au 3e lever du rideau, une partie du salon était seule visible. Le reste était dissimulé derrière un paravent tendu d'une sorte de draperie sombre et grossière. On avait enlevé la vasque de marbre. On pouvait voir à sa place, à la très faible clarté que répandait une lanterne de corne, toutes chandelles éteintes, une table en bois blanc et une chaise de cuisine. Au milieu de ce décor sordide, un homme était assis, les poings fermés sur les genoux, les yeux fixés au sol. Je reconnus Mr. Rochester, bien que le visage barbouillé, les vêtements en désordre, la veste flottait sur le bras comme si elle avait été en partie arrachée du dos dans une bagarre. L'air farouche et désespéré, les cheveux hérissés, en broussailles, eussent suffi à le déguiser. Lorsqu'il se déplaça, on entendit un bruit de chaînes. Des fers liaient ses poignets. « Bradwell !» s'exclama le colonel Dent. Bride signifie marié, well signifie puis. La deuxième scène avait représenté la rencontre d'Eliezer et de Rebecca au bord d'un puits. Cette seconde syllabe n'ayant pas été devinée, on joua le mot complet Bradwell, qui était le nom d'une prison, ce qui explique la 3e scène. La charade était devinée. Après un intervalle suffisant pour permettre aux acteurs de reprendre leurs propres costumes, ils revinrent dans la salle à manger. Mr. Rochester donnait le bras à Miss Ingram qui le complimentait sur la façon dont il avait joué. « Savez-vous, dit-elle, que c'est dans le dernier des 3 personnages que je vous ai préféré. Oh, si vous aviez vécu quelques années plus tôt, quel vaillant gentleman bandit de grand chemin vous auriez fait.
Ne reste-t-il plus de suie sur ma figure demanda-t-il en se tournant vers elle. Hélas, non, et c'est bien dommage, rien ne pouvait mieux convenir à votre teint que ce maquillage de brigand. Ainsi donc, vous aimeriez un héros de grand chemin. Un héros anglais de grand chemin est ce que je préférerais après un bandit italien qui ne pourrait lui-même être surpassé que par un pirate levantin. Enfin, qui que je sois, souvenez-vous que vous êtes ma femme. Nous nous sommes mariés il y a 1 heure en présence de tous ces témoins. Elle eut un petit rire nerveux et rougit. « À votre tour maintenant, Dent, » dit Mr. Rochester. Et tandis que le colonel et les siens se retiraient, Mr. Rochester et ses partenaires occupèrent les sièges vides. Miss Ingram s'assit à la droite de son chef de bande. Les autres prirent les sièges de chaque côté du couple. Je ne regardais plus les acteurs à présent. Je n'attendais plus le lever du rideau avec intérêt. Les spectateurs absorbaient toute mon attention. Mes yeux, auparavant fixés sur la baie, étaient irrésistiblement attirés vers le demi-cercle des chaises. Quelle charade jouèrent le colonel Dent et sa troupe? Quels mots choisirent-ils? Comment s'acquittèrent-ils de leurs tâches? Je ne m'en souviens plus. Mais je vois encore les délibérations qui suivirent chaque scène. Je revois Mr. Rochester se tourner vers Miss Ingram et Miss Ingram se tourner vers lui. Je la vois pencher la tête si près de lui que ses boucles de jais effleuraient presque son épaule et ondulaient sur sa joue. J'entends leur chuchotement. Je me souviens des regards qu'ils échangèrent et il me revient même, présentement en mémoire, quelque chose du sentiment qu'avait provoqué en moi ce spectacle. Je vous ai dit, lecteur, que j'avais appris à aimer Mr. Rochester. Je ne pouvais pas ne plus l'aimer, simplement parce que je m'étais rendu compte qu'il avait cessé de s'intéresser à moi. Parce que je pouvais passer des heures en sa présence sans qu'il tournât les yeux de mon côté. Parce que toute son attention était accaparée par une grande dame qui, par mépris, n'eût pas voulu que le bord de sa robe me frôlât au passage et qui, si jamais son œil noir et altier venait par hasard à se poser sur moi, le détournait aussitôt comme un objet trop vil. Je ne pouvais pas ne plus l'aimer, parce que j'étais certaine qu'il l'épouserait bientôt, parce que je lisais en elle journellement l'orgueilleuse certitude des intentions de Mr. Rochester à son égard, parce que j'étais témoin d'heure en heure de la façon dont il faisait sa cour, négligemment, la recherchant peu, se laissant plutôt désirer, cour captivante, irrésistible par son insouciance même et son orgueil. Dans tous ces faits, il n'y avait rien qui pût refroidir ou bannir l'amour, mais il y avait de quoi faire naître le désespoir et aussi, penserez-vous, lecteur, engendrer la jalousie, dans la mesure où une femme de ma condition pouvait se permettre d'être jalouse d'une dame du rang de Miss Ingram. Mais je n'étais pas jalouse, ou très rarement. Ce mot n'expliquait pas la nature de la souffrance que j'éprouvais. Miss Ingram se situait au-dessous du plan de la jalousie. Elle était trop bas pour la susciter. Pardonnez cet apparent paradoxe. Je m'explique. Elle était très brillante, mais sans naturel. Elle était belle, possédait de remarquables talents, mais son esprit était pauvre, son cœur sec. Aucune fleur ne s'épanouissait spontanément sur ce terrain. Aucun fruit qui ne fût artificiel n'apportait l'agrément de sa fraîcheur. Elle n'avait ni bonté ni originalité. Elle répétait des phrases empoulées prises dans des livres sans avoir jamais d'opinion personnelle. Elle affectait d'être fort sentimentale sans ressentir ni sympathie ni pitié. La tendresse, la sincérité lui étaient étrangères. Trop souvent, elle s'était trahie en donnant injustement libre cours à l'antipathie presque haineuse qu'elle avait pour la petite Adèle. S'il arrivait à l'enfant de l'approcher, elle la repoussa avec des épithètes méprisantes, allant même parfois jusqu'à la faire sortir de la pièce, la traitant toujours avec froideur et acrimonie. D'autres yeux que les miens observaient les manifestations de son caractère, les suivaient attentivement avec clairvoyance et malice. Oui, le futur époux, Mr. Rochester lui-même, exerçait sur celle qui allait être sa femme une incessante surveillance. Et c'est de cette sagacité, de cette circonspection, de cette conscience parfaite et nette des défauts de sa belle amie, de l'évidente absence de passion dans ses sentiments pour elle, que naissait la douleur qui me torturait continuellement. Je voyais qu'il allait l'épouser, pour des raisons de famille, voire politiques, parce que son rang et ses relations lui convenaient.
Je sentais qu'il ne lui avait pas donné son amour et qu'elle ne possédait pas les qualités propres à conquérir ce trésor. Là était le point douloureux où le nerf était atteint et rendu sensible à la souffrance, où la fièvre trouvait son origine et sa substance. Elle était sans charme pour lui. Si elle eût remporté une victoire immédiate, s'il eût mis loyalement son cœur à ses pieds, me voilant la face, je me serais tournée vers le mur et j'aurais en quelque sorte été morte pour eux. Si Miss Ingram avait été une femme noble et bonne, douée de force, de ferveur, de tendresse, de bon sens, j'aurais eu à livrer un combat à mort avec ces deux tigres, la jalousie et le désespoir. Puis, le cœur déchiré, dévoré, je l'aurais admiré, j'aurais reconnu ses mérites et retrouvé le calme pour le reste de mes jours. Plus sa supériorité eût été grande, plus profonde eût été mon admiration et plus parfait mon repos. Mais la réalité était bien différente. J'étais témoin des efforts de Miss Ingram pour fasciner Mr. Rochester, mais aussi de leurs échecs répétés, ce dont elle était inconsciente. Dans sa vanité, elle s'imaginait que chaque flèche atteignait son but, et elle était stupidement fière de son succès, alors que son orgueil et son contentement d'elle-même repoussaient de plus en plus celui qu'elle désirait attirer. Ce spectacle me faisait éprouver une incessante nervosité et une cruelle contrainte. Je voyais trop bien, quand elle échouait, comment elle eût pu réussir. Les flèches qui sans cesse glissaient sur la poitrine de Mr. Rochester et tombaient inoffensives à ses pieds auraient pu, je le savais, décocher par une main plus sûre, pénétrer toute vibrante dans son cœur orgueilleux, illuminer d'amour son œil sombre, adoucir son visage sardonique. Mieux encore, la conquête eût pu être faite sans armes, en silence. Pourquoi Miss Ingram, qui a le privilège d'approcher de si près Mr. Rochester, n'arrive-t-elle pas à le captiver davantage, songeai-je. Non, elle ne l'aime pas vraiment. Son affection pour lui n'est pas sincère. Autrement, elle n'aurait pas besoin de prodiguer ainsi d'artificiels sourires, de lancer de si fréquentes œillades, de prendre des airs si étudiés, de faire de si nombreuses grâces. Il me semble que si elle demeurait tranquillement assise auprès de lui, parlant peu, le regardant moins encore, elle pourrait parvenir plus près de son cœur. J'ai vu sur le visage de Mr. Rochester une expression bien différente de celle qui le durcit en ce moment, tandis qu'elle s'adresse à lui avec tant de vivacité. Mais cette expression lui était venue naturellement, ne devait rien à des artifices de courtisane, à des manœuvres calculées. Il fallait savoir la saisir, répondre sans prétention à ce que le maître demandait, lui parler quand c'était nécessaire, sans affectation. Cette expression s'intensifiait alors, devenait de plus en plus bienveillante et douce. Elle vous réchauffait le cœur comme un vivifiant rayon de soleil. Comment parviendra-t-elle à lui plaire lorsqu'ils seront mariés? Je ne crois pas qu'elle y réussisse. Pourtant cela serait possible, et son épouse, j'en suis certaine, pourrait être la femme la plus heureuse sous le soleil. Je n'ai encore rien dit qui condamnât le projet de Mr. Rochester de se marier par intérêt et par souci des convenances. Je fus d'abord étonnée en découvrant que c'était là son intention. Je l'avais cru homme à ne pas se laisser influencer par des raisons aussi banales dans le choix d'une femme. Mais plus je considérais la position sociale et l'éducation des partis, moins je me sentais autorisée à juger ou à blâmer leur façon d'agir, en conformité avec les idées et les principes qui leur avaient sans doute été inculqués depuis leur enfance. La fidélité à ces principes était commune à tous ceux de leur classe. Je supposais donc que, pour s'attacher à eux, ils avaient des raisons que je ne pouvais approfondir. Il me semblait que, si j'avais été un gentleman tel que lui, je n'aurais pressé sur mon cœur qu'une femme aimée. L'évidence des avantages qu'offrait une pareille condition pour le bonheur d'un époux était telle que ma conviction fut que j'ignorais complètement les raisons qui s'opposaient, de toute évidence, à son adoption générale. Sinon, me disais-je avec assurance, tout le monde agirait comme j'eusse voulu agir. Je devenais très indulgente envers mon maître, sur ce point-là comme sur bien d'autres. J'oubliais tous ses défauts que j'avais naguère guettés avec une si vive curiosité. Je m'étais efforcée autrefois d'étudier tous les aspects de son caractère, de prendre le mal avec le bien et, après avoir pesé le tout, de porter un jugement équitable. Présentement, je ne voyais plus rien de mauvais.
Le ton sarcastique qui m'avait d'abord repoussé, la dureté qui m'avait effrayé, n'étaient plus pour moi que de forts condiments, dont la présence donnait une âcre saveur à un mets de choix, mais dont l'absence, par comparaison, l'aurait fait trouver fade. Quant à ce vague quelque chose, que ce soit une expression sinistre ou triste, trompeuse ou décourageante, qu'un observateur attentif pouvait discerner de temps en temps dans son regard, et qui disparaissait avant qu'il eût été possible d'en pénétrer l'étrange profondeur partiellement révélée, ce quelque chose qui m'avait souvent apeuré, qui m'avait fait reculer comme si, errant sur des collines d'aspect volcanique, j'avais senti soudain la terre trembler et s'entr'ouvrir, je le découvrais encore par intervalles, le cœur palpitant, mais maîtresse de mes nerfs. Au lieu de vouloir l'éviter, j'avais un ardent désir d'oser le deviner. Je trouvais Miss Ingram heureuse de pouvoir un jour sonder à loisir cet abîme, en explorer les secrets, en analyser la nature. Cependant, tandis que je ne pensais qu'à mon maître et à sa future épouse, ne voyant qu'eux, n'entendant que leur conversation, n'attachant d'importance qu'à leurs mouvements, les autres invités se laissaient accaparer par leurs propres intérêts et leurs plaisirs. Lady Lynn et Lady Ingram continuaient leurs solennels entretiens. Comme deux grandes marionnettes, elles inclinaient leurs deux turbans l'un vers l'autre, levaient leurs quatre mains et se confrontaient en des attitudes de surprise, de mystère ou d'horreur, selon le sujet sur lequel portait leur bavardage. La douce Mrs. Dent causait avec l'aimable Mrs. Ashton, et toutes deux m'adressaient de temps en temps un mot ou un sourire affable. Sir John Lynn, le colonel Dent et Mr. Ashton discutaient de politique et de justice ou des affaires du comté. Lord Ingram flirtait avec Amy Ashton. C'était pour un des messieurs Lynn avec qui elle se trouvait que Louisa jouait et chantait, tandis que Mary Ingram écoutait, languissante, les galants propos de l'autre. Parfois, comme d'un commun accord, tous suspendaient leur jeu ou leur conversation pour observer et écouter les principaux acteurs. Car, sans aucun doute, Mr. Rochester et, parce qu'elle était toujours à ses côtés, Miss Ingram demeurait la vie et l'âme de la société. Si Mr. Rochester s'absentait de la pièce pour une heure, une visible apathie s'emparait insensiblement de ses os. Son retour ne manquait jamais de donner une nouvelle impulsion à l'entrain de la conversation. Le besoin de son influence animatrice fut particulièrement sensible un jour qu'il avait été appelé à Millcote pour affaires et ne devait vraisemblablement revenir que tard dans la soirée. L'après-midi était pluvieux. Aussi la promenade que la bande s'était proposé de faire pour aller voir un campement de Romanichel, récemment installé sur la lande au-delà de Hay, fut-elle ajournée. Quelques-uns de ces messieurs étaient allés faire un tour aux écuries. Les plus jeunes ainsi que les plus jeunes dames jouaient dans la salle de billard. Les douairières Ingram et Lynn cherchaient à se distraire en faisant une paisible partie de cartes. Blanche Ingram, dont la réserve hautaine avait découragé les efforts de Mrs. Dent et de Mrs. Ashton pour entrer en conversation avec elle, se mit au piano, fredonna quelques mélodies sentimentales, quelques airs et, après avoir pris un roman dans la bibliothèque, se jeta sur un sofa avec une dédaigneuse nonchalance, se disposant à tromper par le charme de la fiction les heures pénibles de l'absence. Le salon, toute la maison était silencieux. On entendait seulement de temps à autre, venant de l'étage supérieur, les rires joyeux des joueurs de billard. La nuit approchait. L'horloge avait déjà fait savoir qu'il était l'heure de s'habiller pour le dîner, lorsque la petite Adèle, à genoux sur la banquette de la fenêtre du salon à côté de moi, s'écria « Voilà Monsieur Rochester qui revient !» Je me retournai, et Miss Ingram, quittant son sofa, s'élança en avant tandis que les autres personnes présentes interrompaient leurs diverses occupations pour lever la tête, car, au moment même, on entendit un grincement de roues et le bruit des sabots d'un cheval pataugeant dans le gravier détrempé de l'allée. Une chaise de poste approchait. « Quelle idée a-t-il en tête pour revenir en pareil équipage ?» dit Miss Ingram. Il montait Mesrour, le cheval noir. N'est-ce pas, quand il est parti? Pilote était avec lui. Qu'a-t-il fait de ces animaux?
Disant cela, elle approcha sa haute personne et ses amples vêtements si près de la fenêtre que je dus, au risque de me rompre l'épine dorsale, me renverser en arrière. Dans son ardeur, elle ne m'avait pas tout d'abord remarqué, mais en me voyant, elle eut un plissement des lèvres et se dirigea vers une autre fenêtre. La chaise de poste s'arrêta. Le conducteur sonna à la porte et un gentleman en costume de voyage descendit de la voiture. Mais ce n'était pas Mr. Rochester. C'était un homme de haute taille, d'élégante allure, un étranger. « C'est exaspérant !» s'exclama Miss Ingram. « Ennuyeux petit singe !» continua-t-elle, apostrophant Adèle. « Qui vous a perché sur la fenêtre pour annoncer ainsi de fausses nouvelles ?» Elle me jeta un regard courroucé comme si j'eusse été fautive. On entendit parler dans le vestibule et bientôt le nouvel arrivant entra. Il s'inclina devant Lady Ingram, qu'il jugeait sans doute la doyenne des dames. « J'ai l'impression d'arriver à un moment inopportun, madame, dit-il, alors que mon ami Mr. Rochester est absent. Mais je viens de faire un très long voyage et, à la faveur d'une ancienne et étroite amitié, je crois pouvoir me permettre de m'installer ici jusqu'à son retour. » Ses manières étaient polies. Son accent me frappa par sa singularité. Sans être réellement étranger, il n'était pas parfaitement anglais. Il paraissait à peu près de l'âge de Mr. Rochester, entre 30 et 40 ans. Son teint était particulièrement jaune, mais cela mis à part, il avait un physique agréable, surtout à première vue. En l'examinant de plus près, on découvrait dans son visage quelque chose de déplaisant, ou plutôt qui ne parvenait pas à plaire. Ses traits réguliers avaient trop de mollesse, ses yeux grands et bien fendus avaient un regard vide et sans vie. Telle était toutefois mon impression. Le tintement de la cloche annonçant l'heure de s'habiller dispersa les invités. Ce ne fut qu'après dîner que je revis l'étranger. Il semblait parfaitement à son aise, mais sa physionomie me déplut davantage. Elle me frappa comme étant à la fois agitée et inerte. Ses yeux, toujours en mouvement, n'exprimaient rien, et cela lui donnait un air bizarre que je n'avais pas souvenir d'avoir jamais vu. Bien que cet homme fût beau et qu'il eût l'air assez aimable, il m'inspirait une extrême répulsion. Il n'y avait pas d'énergie dans cette figure à la police, d'un ovale parfait, pas de fermeté dans ce nez aquilin et dans cette petite bouche rouge comme une cerise, pas de pensée sous ce front bas et plat, pas d'autorité dans ses yeux bruns, atones. Assise dans mon coin, je l'observais à la clarté des girandoles de la cheminée qui l'inondait de lumière, car il occupait un fauteuil tout près du feu, vers lequel il ne cessait de se pencher en se recroquevillant comme s'il avait froid. Je le comparais à Mr. Rochester. Je crois, respectueusement parlant, qu'il ne saurait y avoir de contraste plus grand entre un jar au plumage luisant et un faucon farouche, entre un paisible mouton et le chien au poil rude à l'œil perçant qui le garde. Il avait parlé de Mr. Rochester comme d'un vieil ami. Quelle étrange amitié avait dû être la leur, une piquante illustration, certes, du vieil adage « les extrêmes se touchent ». 2 ou 3 des messieurs étaient assis près de lui. De temps en temps, des bribes de leur conversation arrivaient jusqu'à moi. Je ne pus bien saisir tout d'abord le sens de ce que j'entendais, car les propos de Louisa Ashton et de Mary Ingram, assises plus près de moi, introduisaient de la confusion dans les lambeaux de phrases qui me parvenaient par intervalles. Elles parlaient de l'étranger, l'une et l'autre le qualifiant de bel homme. Louisa déclarait que c'était un amour et qu'elle l'adorait. Marie voyait dans sa jolie petite bouche et son nez fin le modèle parfait, selon son goût, de ce qui fascine. « Quel caractère charmant son front révèle !» s'écria Louisa. « Un front parfaitement lisse, sans aucun de ces plissements produits par le froncement des sourcils que je déteste tant. Quelle sérénité dans son regard, dans son sourire !» À ce moment, à mon grand soulagement, Mr. Henry Lynn les appela à l'autre extrémité de la pièce pour régler quelques questions au sujet de l'excursion différée à la lande de Hay. Je pus alors concentrer mon attention sur le groupe qui était près du feu. J'appris sans tarder que le nouveau venu s'appelait Mr. Mason, qu'il venait de débarquer en Angleterre et arrivait d'un pays chaud. C'était sans doute pour cette raison qu'il avait le teint si jaune, qu'il se tenait si près du feu et portait un pardessus dans la maison. Les noms de la Jamaïque, Kingston, Spanish Town, m'indiquèrent qu'il venait des Antilles. Ce ne fut pas sans une assez grande surprise que je compris bientôt que c'était dans ce pays qu'il avait, pour la première fois, rencontré Mr. Rochester et fait connaissance avec lui.
Il parla de l'horreur qu'avait son ami pour les chaleurs torrides, les ouragans, les saisons pluvieuses de cette région. Je savais par Mrs. Fairfax que Mr. Rochester avait été un grand voyageur, mais je croyais qu'il avait borné ses voyages au continent européen. Je n'avais jamais encore entendu aucune allusion à des séjours sur de plus lointains rivages. J'étais en train de méditer sur ces choses lorsqu'un incident, plutôt inattendu, vint rompre le fil de ma rêverie. Mr. Mason, qui frissonnait chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, demanda du charbon pour raviver le feu qui ne flambait plus, bien qu'un amas de cendres chaudes et rouges brillât encore. Le domestique qui avait apporté le charbon s'arrêta en sortant près du fauteuil de Mr. Ashton et lui parla à voix basse. Je n'entendis que ces mots. « Vieille femme bien ennuyeuse. » « Dites-lui que si elle ne décampe pas, elle sera mise au pilori, » répliqua le magistrat. « Non, attendez, » interrompit le colonel Dent. « Ne la renvoyez pas, Ashton, nous pouvons tirer parti de cette affaire. Consultons plutôt ces dames. » Et parlant à haute voix, il continua. « Mesdames, vous parliez d'aller visiter le campement des Bohémiens dans la lande de Hay. Eh bien, Sam, que voici, vient de nous dire qu'une de ces vieilles commères est en ce moment dans la salle des domestiques et insiste pour être introduite en présence des gens de qualité, afin de leur dire la bonne aventure. Vous plairait-il de la voir ?»« Oh, colonel, s'écria Lady Ingram, vous n'allez certainement pas encourager cette vile drôlesse. Renvoyez-la immédiatement et par n'importe quel moyen. » « Mais, madame, dit Sam, je ne puis la persuader de s'en aller. Les autres domestiques ne le peuvent pas davantage. Mrs. Fairfax est justement avec elle en ce moment pour essayer de la faire partir. Mais elle s'est installée sur une chaise au coin du feu et dit que rien ne l'en fera bouger avant qu'elle ait été autorisée à venir ici. »« Que veut-elle donc ?» demanda Mrs. Ashton. « Elle veut dire la bonne aventure à ces messieurs, à ces dames. Jure qu'il le faut et qu'elle le fera. »« Comment est-elle ?» demandèrent ensemble les demoiselles Ashton en un souffle. « C'est une vieille femme horriblement laide, miss, presque aussi noire qu'un vieux pot de terre couvert de suie. »« Mais c'est une vraie sorcière, alors » s'écria Frederick Lynn. « Il faut la laisser entrer, bien sûr. » « Bien entendu, » appuya son frère, « ce serait grand dommage de ne pas profiter d'une pareille chance de s'amuser. »« Mes chers enfants, à quoi pensez-vous » s'exclama Lady Lynn. Lady Ingram fit chorus, disant « Il ne m'est pas possible d'approuver une proposition d'une telle inconséquence. »« Si fait, maman, vous le pouvez, vous le ferez, » dit Blanche de sa voix impérieuse, tout en pivotant sur le tabouret de piano où elle était jusque-là restée assise en silence à examiner distraitement différentes pages de musique. « Je suis curieuse de m'entendre dire la bonne aventure. Sam, faites donc entrer la bonne femme. »« Blanche, ma chérie, songez. »« Oui, je sais tout ce que vous allez dire, mais je veux que mon désir soit satisfait. Vite, Sam. »« Oui, 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 » s'écrièrent jeunes gens et jeunes filles. « Faites-la entrer, ce sera un excellent divertissement. » Le domestique s'attardait. « Elle a l'air si grossier, dit-il. »« Allez, » lança Miss Ingram, et Sam s'éloigna. L'agitation s'empara aussitôt de tout le monde. Les railleries et les plaisanteries fusaient de toutes parts et sans interruption lorsque Sam reparut. « Voilà qu'elle ne veut plus venir, dit-il. Elle déclare que ce n'est pas sa mission de paraître devant le vil troupeau. Ce sont ses paroles. Il faut que je la fasse entrer toute seule dans une pièce où les personnes qui désirent la consulter iront la trouver, l'une après l'autre. »« Vous voyez, Blanche, ma reine, » commença Lady Ingram, « elle devient exigeante. Suivez mon conseil, mon ange, et faites-la donc entrer dans la bibliothèque, » interrompit sèchement l'ange. « Ce n'est pas non plus ma mission de l'écouter devant le vil troupeau. Je prétends l'avoir pour moi seule. Y a-t-il du feu dans la bibliothèque ? » ?»« Oui, mademoiselle, mais elle n'a vraiment pas l'air rassurant. Cessez ce bavardage lourdeau et faites ce que je vous ordonne. » Sam sortit de nouveau, et le mystère, l'animation, l'impatience atteignirent leur comble, une fois de plus. « À présent, elle est prête, » annonça le domestique en rentrant. « Elle désire savoir qui va d'abord venir la consulter. »« Je crois que je ferais mieux de lui rendre une petite visite avant ces dames, » dit le colonel Dent. « Dites-lui, Sam, que c'est un monsieur qui va venir. » Sam sortit et revint aussitôt. « Elle dit, monsieur, qu'elle ne veut pas recevoir de messieurs. Ce n'est pas la peine qu'il se dérange. Ni, ajouta-t-il, réprimant à grand-peine un petit rire, ni de dames non plus, sauf celles qui sont jeunes et pas mariées. »« Par Jupiter, elle a du goût !» s'écria Henry Lynn. Miss Ingram se leva solennellement. « J'y vais la première, dit-elle sur le ton d'un capitaine montant à la brèche à la tête de son avant-garde, tout espoir perdu. «
« Oh, ma bien-aimée, oh, mon trésor, attendez, réfléchissez » implora sa mère. Mais Blanche passa rapidement devant elle dans un imposant silence, disparut par la porte que le colonel Dent tenait ouverte, et nous l'entendîmes entrer dans la bibliothèque. Un silence relatif s'ensuivit. Lady Ingram songea que c'était le cas de se tordre les mains. Ce qu'elle fit donc. Miss Mary déclara que pour sa part, elle sentait qu'elle n'oserait jamais s'y aventurer. Amy et Louisa Ashton étouffaient de petits rires et paraissaient quelque peu effrayées. Les minutes s'écoulèrent lentement, j'en comptais 15, avant que ne se rouvrit la porte de la bibliothèque. Miss Ingram revint en passant par la baie. Allait-elle rire? Allait-elle prendre la chose comme une plaisanterie? Tous les yeux se fixèrent sur elle avec une ardente curiosité. Mais son regard n'exprima en retour que refus et froideur. Elle n'avait l'air ni agitée ni gaie. Elle regagna son siège avec raideur et s'assit en silence. « Eh bien, Blanche, dit Lord Ingram. « Que vous a-t-elle dit, ma sœur » demanda Mary. « Qu'en pensez-vous? Quelle est votre impression? Est-ce une véritable diseuse de bonne aventure » demandèrent les Mrs. Ashton. « Allons, allons, bonnes gens, répliqua Miss Ingram, ne m'accablez pas ainsi de questions. Il est vraiment facile d'exciter votre émerveillement, votre crédulité. Vous semblez tous, par l'importance que vous donnez à cette affaire, ma bonne maman y compris, être absolument convaincus que nous avons dans la maison une vraie sorcière, l'intime associée du diable. J'ai vu une bohémienne, une vagabonde, qui pratique de façon banale la science de la chiromancie, et elle m'a dit ce que disent habituellement les gens de cette sorte. Mon caprice est satisfait, mais je crois que Mr. Ashton ferait bien de mettre cette sorcière au pilori demain matin, comme il l'en avait menacé. Miss Ingram prit un livre, se renversa dans son fauteuil, éludant ainsi toute conversation. Je l'observai pendant près d'une demi-heure. Durant tout ce temps, elle ne tourna pas une page, et d'instant en instant, son visage devenant plus sombre, plus mécontent, exprimait son désappointement avec plus d'amertume. Elle n'avait évidemment rien appris d'heureux pour elle. Son accès prolongé de mélancolie et de mutisme me donna à penser que, malgré sa prétendue indifférence, elle attachait elle-même une importance excessive aux révélations qui lui avaient été faites. Pendant ce temps, Mary Ingram, Amy et Louisa Ashton déclarèrent qu'elles n'oseraient pas se rendre séparément auprès de la bohémienne. Toutes cependant désiraient aller la trouver. On entama des négociations dans lesquelles Sam joua le rôle d'ambassadeur. Et après tant d'allées et venues, que le susdit Sam dut, je pense, en avoir les jambes rompues, on arracha enfin, non sans grande difficulté, à la rigoureuse Sibylle, l'autorisation pour les 3 jeunes filles de se présenter ensemble. Leur visite ne fut pas aussi silencieuse que celle de Miss Ingram. Nous entendions des rires nerveux, des petits cris venant de la bibliothèque. Au bout de 20 minutes, elles ouvrirent précipitamment la porte et traversèrent le vestibule en courant comme si elles étaient à moitié folles de frayeur. « Il est certain qu'il y a de la diablerie en elle !» s'écrièrent les jeunes filles tout à la fois. « Elle nous a dit de telles choses, elle sait tout de nous !» Et haletantes, elles se laissèrent tomber dans les fauteuils divers que les jeunes gens se hâtaient de leur apporter. Et haletantes, elles se laissèrent tomber dans les fauteuils divers que les jeunes gens se hâtaient de leur apporter. Je n'y arrive pas. Comme on les pressait de s'expliquer davantage, elles racontèrent que la bohémienne leur avait parlé de choses qu'elles avaient dites et faites lorsqu'elles étaient enfants. Elle leur avait décrit les livres, les bibelots qui se trouvaient chez elles dans leur boudoir, les souvenirs que leur avaient offerts différentes personnes de leur famille. Elles affirmèrent aussi que la sorcière avait deviné jusqu'à leurs pensées, qu'à chacune d'elles, elle avait murmuré à l'oreille le nom de la personne qu'elle aimait le mieux au monde et fait connaître ce qu'elle désirait le plus. Ici, les messieurs intervinrent, les suppliant avec chaleur de leur donner de plus amples explications sur ces 2 derniers points. Mais, en retour de leur insistance importune, ils n'obtinrent que rougeurs, exclamations, tremblements, rires étouffés. Pendant ce temps, les mères offraient des selles, agitaient leurs éventails, ne cessant de déplorer qu'on n'eût pas suivi leurs conseils quand il en était encore temps. Les vieux messieurs riaient et les jeunes gens s'empressaient auprès des belles agitées. Au milieu de ce tumulte, tandis que tous yeux et tout oreille, j'étais absorbée par la scène qui se déroulait devant moi. J'entendis un tout-sautement tout près de moi. Je me retournai et j'aperçus Sam. « Miss, s'il vous plaît, la bohémienne déclare qu'il y a dans le salon une autre jeune personne non mariée qui n'est pas encore venue la trouver. Et elle jure qu'elle ne partira pas avant de les avoir toutes vues.
Je pensais que ce devait être vous, il n'y en a aucune autre que cela concerne. Que faut-il lui dire ? Oh, je vais y aller, bien sûr, répondis-je, et je fus ravie de cette occasion inattendue de satisfaire ma curiosité très excitée. Je me glissai hors de la pièce sans être remarquée. Tout le monde s'étant groupé autour du trio frémissant qui venait de rentrer et refermait doucement la porte derrière moi. « Si vous voulez, Miss, dit Sam, je vous attendrai dans le vestibule. Si elle vous fait peur, vous n'aurez qu'à m'appeler et je viendrai. »« Non, Sam, retournez à la cuisine, je n'ai pas peur du tout. » C'était vrai, mais j'étais très intriguée et surexcitée. Et c'est la fin du chapitre 18. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. J'avais juste envie, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, sinon je vais la recommencer. J'avais juste envie, j'étais en train de lire j'étais en train de lire Claire Keegan, l'Antarctique, et ça m'a fait penser à une nouvelle que j'ai lue. Hop là. Alors, laquelle c'était ? Ah voilà, Oser le grand frisson. Est-ce que je vais trouver le passage ? Que je voulais peut-être lire. Roselyne pense à son mari. Elle l'appelait son homme. Mon homme, disait-elle, même quand il n'était pas là. Un beau type aussi glacial qu'une canette de bière à peine sortie du réfrigérateur, mais très attentif aux détails. Flaire l'odeur du whisky dans son haleine même après qu'elle s'est brossé les dents, devine quand elle achète l'étouffée au magasin et l'assaisonne parce qu'elle n'a pas le courage de cuisiner, bien qu'elle jette la boîte. Le genre d'homme qu'on n'aime pas facilement. Elle pensait autrefois qu'il était comme Robert De Niro ou Sean Penn, sombre et profond. Elle a passé 10 ans avec lui, à essayer d'atteindre l'endroit où il vivait, parce qu'elle s'imaginait, s'il se donnait toute cette peine, qu'il devait y avoir quelque chose de vraiment précieux à l'intérieur, comme la perle prisonnière au creux de la coquille d'huître. Mais ensuite, elle a renoncé en comprenant qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Rien. Seulement une coquille dure, vide. Il avait employé toute son énergie à construire sa carapace. Puis il s'était enfoncé dans cette routine et avait totalement oublié ce qu'il s'était appliqué à protéger. Le jour où elle a compris ça, elle s'est enivrée dans le séjour, s'est servie juste après le petit déjeuner un scotch rempli à ras-bord de glaçons. Dès que son mari est rentré et qu'il l'a vue, qui se prélassait en sous-vêtements, slip collé à la peau dans la chaleur, assise dans son fauteuil à lui, la mine léthargique, la pièce transformée en fournaise, les ventilateurs à fond, il a su qu'elle s'en irait. Il le voyait. Et elle savait qu'il le voyait. Le jour où on découvre qu'on a gâché 10 ans de sa vie n'est pas une partie de plaisir. Et elle n'avait même pas envie de le frapper. Elle voulait juste se gifler, elle. Claire Keegan. Alors ça, s'il y a une personne que je vous conseille de lire, c'est Claire Keegan. Les Trois Lumières, ce genre de petites choses. L'Antarctique. Elle a une misogynie. Elle est vraiment... Et d'ailleurs, les films qui sont adaptés de ces romans, alors il y avait un film, c'était The Quiet Girl ou Quiet Girl. J'allais dire un petit film, mais petit film dans le budget, mais vraiment une adaptation des Trois Lumières. J'aime pas forcément les adaptations, mais là c'était vraiment très très bon. Et j'ai pas vu l'adaptation de ce genre de petites choses, je l'ai raté, mais c'est pas grave.
Mais je pense qu'il était bon quand même. Les acteurs étaient bons. Et je pense qu'elle doit faire attention à l'adaptation. Je ne sais pas. Bref, j'ai encore parlé pour parler, comme d'habitude. J'adore parler toute seule. Bon, j'étais dans l'ombre et oui, je me suis pas placée dans la lumière aujourd'hui, mais j'avais envie d'avoir ces bottes de foin derrière moi. Et donc, il a fallu faire des choix. J'aurais pu me mettre de l'autre côté du champ, j'avais pas envie. J'avais juste envie d'avoir ces bottes de foin. Et j'étais bien. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu. J'ai un petit peu heurté les mots. Voilà, il y a du vent, alors je ne sais pas ce que ça donne. Je vais vérifier. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite, je ne sais pas, un bon après-midi, de belles vacances si vous êtes en vacances. Enfin, profitez bien de toute façon de vos moments libres, de votre temps. Voilà, profitez de votre temps. Ça me semble être un bon conseil, pas trop fou. Voilà. Allez, merci encore et à bientôt pour la suite. J'aime vraiment cette lecture. Voilà ce que je peux dire aussi. À bientôt. Je me déplace et ça fait du bruit, pardon.